Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 14h20, on va commencer cette deuxième session sur le télésoin. Nous allons avoir deux interventions. D'abord Lucie Bégin, qui est infirmière dans un SIAD dans le 77, qui va nous parler un peu de son expérience de la téléconsultation au domicile des patients. Et ensuite, on a Gilles Bonnefond, qui est pharmacien, qui nous parlera de la téléconsultation pour les pharmaciens, comment ça se déroule actuellement, les perspectives, comment ça évolue. On va faire deux présentations, il y en aura 5-10 minutes de questions à la fin si vous souhaitez. Si je vous laisse commencer. Très bien. Bonjour à tous. Alors, moi, du coup, je travaille actuellement au SIAD depuis 1 an. Et quand je suis arrivée, il y avait déjà la téléconsultation qui était en place. Elle est en place depuis environ 2 ans. Du coup, moi, mon rôle en tant qu'infirmière, ainsi que mes collègues, quand on fait la téléconsultation auprès des patients, on est principalement du coup un intermédiaire entre le patient et le médecin. On fait le lien entre ce que les patients ont comme demande ou comme problème et ce que le médecin apporte comme réponse ou du coup ce qu'il nous demande de faire en fonction. On apporte aussi du coup notre expertise infirmière. On est un petit peu entre guillemets les yeux du médecin à ce moment-là. Ça permet aussi du coup de faire. La diapositive s'est enlevée. Attendez, pourquoi elle bouge toute seule? Voilà, ça permet de faire un débriefing avec le patient et son entourage avant et après cette téléconsultation. Parfois, il y a souvent des questions un petit peu à distance qui viennent pas forcément tout de suite quand on est encore avec le médecin. Donc, ça permet aussi du coup de, par la suite, revenir sur certains points peut-être pas bien compris au moment de la téléconsultation. Ça permet aussi de réaliser des actes à distance. Nous, on est équipé d'un stéthoscope connecté, par exemple, d'un ECG connecté, et puis on a le matériel classique donc, pour prendre la tension, le pouls, la saturation, la température. Donc, ça permet de faire pas mal de choses qui est fait de manière conventionnelle quand on se déplace chez notre médecin. Et puis, du coup, ça permet d'avoir du coup une continuité de soins derrière. On peut faire le suivi directement par la suite avec le médecin. Au niveau des freins que peuvent présenter la téléconsultation, au tout début, il y a pas mal de questions au niveau de l'équipement, du coût, du temps que ça peut prendre. Au niveau de l'équipement, il faut un écran, donc une tablette ou un ordinateur avec une caméra et un micro, du coup, pour pouvoir voir et entendre et parler. Il faut un logiciel aussi. Alors nous, on utilise le logiciel Idomed, qui est du coup un logiciel qui permet d'échanger les données de manière sécurisée sur les patients et qui fonctionne un petit peu comme une messagerie type WhatsApp. On peut envoyer des fichiers, faire des appels vidéo, écrire en messagerie instantanée. Et puis après, il y a tout l'équipement pour l'aide au diagnostic en fonction de ce qu'on peut avoir ou ce qu'on aimerait avoir. Et donc ça, généralement, on achète aussi en collaboration avec les médecins. On leur propose un petit peu ce qu'on peut avoir et ils nous disent ce qui pourrait réellement leur servir ou non. Et puis après, du coup, les équipements, soit on les achète, soit on les loue. Ça dépend un petit peu de ce qui nous est proposé. Et nous, comme on travaille avec Idomed, c'est acheter ou louer auprès d'Idomed, donc le logiciel, ou de leurs partenaires. Au niveau du temps, donc comme ça fait à peu près 2 ans qu'on en pratique, on a fait à peu près une moyenne pour les médecins, ça leur prend 15 à 20 minutes de faire la téléconsultation. Et nous, on est plus sur 20 à 45 minutes parce que comme du coup on est en SIAD, on se déplace au domicile des patients et donc quand c'est les patients qui sont entre guillemets au bout du secteur où on met déjà de base 15 minutes pour se déplacer, forcément, donc ça nous rajoute pour nous un petit peu plus de temps. Il y a aussi l'accès Internet. Parfois, ça peut être compliqué si on est dans des zones où on ne capte pas forcément bien. Nous, on a des clés 4G sur nos tablettes qui nous servent aux téléconsultations. Sinon, on peut faire un partage de connexion avec notre téléphone. On a un téléphone professionnel, donc il y a la 4G dessus. Et puis sinon, on peut se brancher sur le Wi-Fi du patient. Et puis le médecin à son cabinet, s'il a le Wi-Fi, peut se brancher sur son Wi-Fi du cabinet. Au début, il y a pas mal de réticences du côté des patients parce que nous, on est sur une population qui est quand même assez âgée, donc ils connaissent pas forcément trop bien un petit peu toutes ces nouvelles technologies. Donc ils se demandent comment ça va marcher, ça va bien se passer. Ils ont l'impression que c'est pas une vraie consultation avec leur médecin. Ils ont un petit peu l'impression que ça va être moins efficace. Donc il leur faut plusieurs consultations comme cela pour comprendre un petit peu vraiment comment ça fonctionne.
Au niveau des médecins, du coup, pareil, il y a certains médecins qui connaissent pas trop, donc on essaye un petit peu de leur expliquer comment ça fonctionne. Et donc, eux, outre le fait qu'il y a l'équipement, le coût, le temps, il y a aussi l'impression que forcément, sur un écran, on voit moins bien qu'avec ses vrais yeux en vrai. Et effectivement, si nous, les infirmiers, on n'est pas assez bien équipés au niveau des équipements d'aide au diagnostic, ça peut aussi finalement pas forcément faire gagner de temps. C'est aussi, par exemple, on n'a pas de stéthoscope connecté. Finalement, le médecin, il ne voit pas pourquoi, du coup, il ne voit pas trop l'intérêt. Autant qu'il se déplace soit au domicile, s'il fait des visites à domicile, soit que la personne se déplace en cabinet, par exemple. Donc, ils ont un peu de mal au début à voir ce que ça peut leur apporter. Et nous, au début, quand je suis arrivée, quand on en a parlé, je me suis dit, oulala, mais comment ça s'organise, comment ça se passe? Au début, je me suis dit, mais comment on peut mettre ça en place au milieu des autres soins et des autres impératifs qu'on a? Et au final, c'est une organisation à trouver que je vais vous expliquer du coup par la suite. Au niveau de l'organisation, donc nous, au sein de ma structure, on a un référent, donc c'est moi, qui est un interlocuteur principal avec les médecins, même si du coup, avec tous mes collègues, on est tous à pratiquer des téléconsultations. On essaye de les planifier à l'avance le plus possible en fonction des consignes que nous a donné le médecin suite à la dernière consultation. Et après, par rapport à nos disponibilités, les disponibilités du patient. On travaille beaucoup avec l'hôpital de Forcy, qui est du coup un hôpital qui a un service de consultation non programmée et qui du coup fait de la téléconsultation pour nos patients qui n'ont plus de médecin traitant. Donc on a tout un système avec eux. Du coup, on a un mail pour leur écrire d'un mois à l'autre. On vous propose tel rendez-vous pour tel patient, pour tel problème, pour tel suivi. Eux, ils nous disent ça c'est OK. Puis après, on a juste à prévenir le patient. Parce que du coup, l'avantage que ce soit nous qui leur envoyons le mail dans un premier temps, on s'est déjà organisé par rapport à nous nos disponibilités. Donc, il manque plus que l'accord du médecin. Et puis après, voir avec le patient si ça lui convient bien. Et on a aussi dû trouver, en fonction des médecins, chacun ont un peu leurs moyens de communication. Il y en a qui préfèrent être communiqués par SMS, d'autres par téléphone, d'autres par mail. Donc ça, après, ça va en fonction des médecins. Après, au niveau de la téléconsultation en elle-même, donc pour nous, il y a le déplacement au domicile du patient. Une fois qu'on arrive, on prend les paramètres vitaux, donc la tension, le pouls, la température. On fait un petit point rapidement sur ce qui doit être abordé, sur pourquoi on est là. Éventuellement, on a les documents, la dernière prise de sang, tout ça, en fonction de ce qu'on a besoin. Ensuite se passe l'entretien en visioconférence, donc avec le médecin. Et puis après, donc il y a toujours ce petit temps de débriefing dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis après, on rentre au bureau. Et ensuite, on récupère les ordonnances. Donc en fonction des médecins, moi, mes bureaux, on est juste à côté du centre de santé de notre ville. Donc en fait, soit on récupère les ordonnances directement au secrétariat, soit avec la consultation non programmée de l'hôpital de Forcy. En fait, ils nous les envoient directement sur le logiciel avec la messagerie sécurisée. Bon, après, on a juste à les enregistrer, les imprimer. Et il y a pas mal de patients avec lesquels aussi on est en collaboration avec les pharmacies. Donc en fait, on a juste à après soit scanner l'ordonnance si on l'a récupérée au secrétariat, soit transférer directement l'ordonnance par mail à la pharmacie, qui soit livre au domicile du patient, soit nous prépare les piluliers directement. Donc ça permet de gagner quand même pas mal de temps. Et puis s'il y a des ordonnances pour des examens, des choses comme ça, on est tout de suite au courant, on peut tout de suite, nous, en rentrant au bureau, se les planifier. S'il y a des prises de sang assez urgentes, des choses comme ça, on peut tout de suite s'organiser derrière. Et puis après, il y a aussi l'aspect aussi matériel. Il ne faut pas oublier de vérifier que son matériel est fonctionnel, bien chargé. Ça m'est arrivé pas mal de fois d'avoir des petits soucis de ce côté-là parce qu'on n'y pense pas. Surtout que nous, le matériel de la téléconsultation, on le partage avec nos collègues de nuit sur le dispositif de continuité de soins des EHPAD, qui du coup s'en servent aussi la nuit s'ils ont des urgences la nuit dans certains EHPAD. Donc d'une équipe à l'autre, il faut qu'on pense à... C'est une organisation aussi pour penser à ce que tout soit chargé, pour que tout soit opérationnel. Voilà comment se déroulent les téléconsultations. Après, du coup, au niveau expérience en globalité, ce qu'on peut retenir, du coup, c'est que c'est très, très enrichissant, c'est très valorisant pour nous, et formateur, cette collaboration avec les médecins. Du coup, on a des prises en soins qui sont beaucoup plus rapides. On dialogue directement avec le médecin et le médecin dialogue directement avec nous. Donc, pour la continuité des soins, c'est vraiment super. On peut décider finalement ensemble un petit peu des conduites à tenir, des soins effectués, qu'est-ce qui est possible, dans quel laps de temps. Et les médecins, du coup, sont beaucoup plus disponibles pour faire tout à fait autre chose, finalement.
Donc, ça leur permet aussi un petit peu de gagner du temps. Et puis, il y a la reconnaissance des compétences de chacun qui est aussi très important. Ça a évité aussi quelques petits passages aux urgences pour certains patients ou l'intervention de médecins d'urgence ou SOS médecins dans le cas de nos patients qui n'ont plus de médecin traitant, par exemple. Les patients et leur entourage sont globalement très satisfaits parce que souvent, c'est des patients qu'on visite plusieurs fois déjà dans la journée pour d'autres soins. Donc, il y a quand même cette relation de confiance qu'on a avec eux. Et donc, ça les soulage beaucoup qu'on prenne un petit peu le relais sur leur suivi médical. Et puis, ça limite les déplacements. Par exemple, pour les patients qui allaient en ambulance ou que c'est l'entourage qui devait se libérer pour les emmener au cabinet. Donc, c'est globalement très satisfaisant pour eux. Et les médecins, du coup, qui au début étaient réticents, finalement, il y en a beaucoup qui apprécient du coup cette collaboration, le gain de temps aussi qu'ils ont dans leur suivi et le fait qu'ils sont du coup en direct avec nous et que parfois ils ne sont pas obligés de tout le temps se déplacer à domicile. Parce que la plupart des médecins avec qui on fait ça, c'est des médecins en fait qui visitent à domicile et qui du coup, pour par exemple juste entre guillemets un simple renouvellement d'ordonnance, où il n'y a pas forcément besoin d'ausculter vraiment plus que ça. Ça leur fait gagner du temps de déplacement pour eux. Du coup, c'est nous qui nous déplaçons pour eux. Et puis, je voulais faire un dernier petit point par rapport au Covid, l'expérience qu'on a eue. Il n'y a pas forcément eu un énorme boom des téléconsultations avec les vagues de Covid. Ça a juste permis effectivement de limiter les passages aux urgences ou les passages de SOS médecins. Et puis, on a eu aussi quelques médecins qui malheureusement ont été touchés et qui du coup, on a été embêtés de ne pas avoir aussi certains médecins qui du coup ne pouvaient pas se déplacer à domicile, mais qui étaient quand même assez en forme pour faire du coup une téléconsultation. Donc depuis chez eux par exemple, quand vraiment c'était des choses où on avait besoin d'un avis tout de suite. Et puis du coup on espère pouvoir développer ça aussi avec des médecins un petit peu plus spécialisés ou des services plus spécialisés comme une cardiologue. Là on est en collaboration pour essayer de mettre ça en place avec une cardiologue de chez nous. Voilà. Il n'y a pas de problème. J'espère que vous avez pu correctement m'entendre. Merci. Alors, je vois qu'il y a des questions. Est-ce que je peux répondre tout de suite aux questions? On le fait peut-être après la présentation de mon collègue. Oui, peut-être qu'on a 3 minutes parce que vous êtes mis dans les temps. Donc, répondons à une ou deux questions en attendant de recommencer. Il y avait une première question de Marie-Christian qui demandait l'utilité IDOMED était communiquant avec le logiciel métier des médecins traitants. Non. Alors nous, ce qu'on fait en fait, c'est que le médecin a aussi l'application IDOMED et s'il n'a pas l'application IDOMED, on peut créer un accès temporaire qui en fait lui envoie un lien par mail. Il clique sur ce lien et pendant 24 heures, il a accès à la page où il y a le dossier sécurisé du patient. Je ne sais pas si je réponds à votre question du coup. Et il y avait une deuxième question qui demandait, il y a une question sur la sécurisation des données de santé. Vous voulez parler par exemple de la confidentialité des données du patient, c'est ça? C'est surtout comme vous avez parlé de contacter le médecin par mail, par téléphone, etc. Selon l'équipement qu'ils avaient ou ce qu'ils souhaitaient. Donc là, ça pose un petit problème de données de santé éventuellement qui peuvent être transmises comme ça de manière non sécurisée. Ah, d'accord. Alors, pour les médecins avec qui on discute par mail, donc c'est les médecins de l'hôpital de Forcy, en fait, c'est une messagerie interne. Donc, en fait, c'est leur mail du service. Donc, il n'y a forcément que les médecins qui peuvent le lire. Et nous, c'est via notre boîte mail professionnelle du SIAD. Donc, voilà. Et pour ce qui est des téléphones, c'est toujours via les téléphones professionnels, effectivement. Donc, souvent, pour les médecins qui passent par téléphone, c'est de manière orale, on prend les rendez-vous. Donc, on se le note, nous, de notre côté, eux, de leur côté. Et après, les SMS, c'est plus pour dire c'est bon, je suis connecté, c'est bon, je suis au domicile, je vous attends, ou pardonnez-moi, j'ai un petit peu de retard.
SMS, c'est plus pour échanger le moment vraiment, l'instant T, pour se situer, j'ai un peu de retard ou mon ordinateur fonctionne mal, pardonnez-moi, attendez-moi 5 minutes. Sinon, c'est vraiment soit par téléphone, comme si finalement on appellerait le secrétariat pour prendre un rendez-vous, ou alors par mail via des messageries du coup vraiment propres de façon, des messageries de professionnels. On n'utilise pas nos mails personnels ou nos téléphones personnels. Parfait, merci. De rien. Merci beaucoup, Lucie, pour votre intervention. Je me permets de préciser qu'il y a une évaluation scientifique de cette téléconsultation et qu'il y a notamment un poster où il y a une 60aine de téléconsultations que vous avez réalisées en grande partie, qui a évalué justement la satisfaction et la fiabilité de ce type de téléconsultation. Maintenant, on va parler du côté du pharmacien. Donc, nous accueillons Gilles Bonnefond qui va nous donner le point de vue du pharmacien sur ce nouveau type de téléconsultation. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Bon, d'abord, je vais redire, parce que je ne sais pas si tout le monde était là ce matin, mais que le métier de pharmacien évolue. Et on voit depuis 3 ans un changement complet dans l'approche de la dispensation des médicaments. Ce n'est plus de la dispensation des médicaments uniquement, c'est de l'accompagnement du patient, c'est du suivi, c'est de la lutte contre la iatrogénie, du renforcement du bon usage du médicament, puis tous les champs de la prévention et du dépistage que l'on partage avec les autres professionnels de santé. Et bien sûr, la participation du pharmacien de façon maintenant évidente dans l'équipe de soins primaires, où on sait qu'il y a 3 professions qui font ce pilier. C'est bien sûr le médecin traitant, le pharmacien et l'infirmière quand elle intervient auprès des patients. Donc, sur la télémédecine, bien sûr, les pharmaciens, à 80%, maintenant plus, presque 85%, ont tous un espace de confidentialité qui permet d'équiper un lieu dans l'officine permettant d'avoir, je dirais, un espace permettant d'échanger avec le patient, de vacciner, de dépister, et également de pouvoir communiquer avec le médecin à distance. Donc, on a la convention qui a été signée avec un équipement qui est classique, hein, bien sûr, c'est de la visio, stéto, pop, bien sûr, tensiomètre, voir les thermomètres. Alors, tous ces outils sont parfois connectés, d'autres pas forcément, hein, c'est pas forcément nécessaire. Et ça, c'est la base. Après, on peut rajouter, bien sûr, dermato. On sait qu'en Saône-et-Loire, on a des pharmaciens qui travaillent en téléconsultation pour des problèmes dermato. Il peut y avoir des équipements supplémentaires dans des pharmacies qui sont dans des endroits isolés où l'ARS peut nous aider à équiper un petit peu plus les pharmacies. Je pense notamment à l'électrocardiogramme. Et on voit qu'à dans cette période Covid, un oxymètre est extrêmement intéressant et très facile à utiliser. Alors, le cadre général, bien évidemment, c'est le suivi des patients chroniques. On a un patient que l'on suit, c'est le pharmacien correspondant, hein, puisque maintenant le statut est bien ancré dans le code de la santé publique, où on a un suivi. On voit que ce patient est en difficulté. Est-ce que ça nécessite une consultation physique ou un avis à distance par téléconsultation pour réadapter un traitement, réajuster un traitement des paramètres que l'on aura communiqués aux médecins. On voit bien que tout ça est extrêmement utile parce que ça fait gagner du temps et c'est efficace. Et quand on voit les patients que l'on suit, notamment là, on va démarrer les entretiens pour les anticancéreux oraux. On voit bien que parfois, ce n'est pas un prescripteur de proximité. Ces patients, c'est un hôpital qui est à distance et un patient qui est sous traitement, qui est affaibli et qui a des difficultés, aller faire 150 km en DSL pour avoir une consultation en attendant 2 heures et 10 minutes, peut-être même pas avec le médecin, mais quelque chose qui pourrait être mieux organisé. Et la téléconsultation, bien évidemment, peut apporter un service évident à la prise en charge de ces patients. Peut être également la prise en charge de soins non programmés.
peut être en difficulté dans la semaine avec quelqu'un qui vient une demande, qui n'a pas de rendez-vous chez le médecin et où on a une difficulté à évaluer la situation, et bien de pouvoir le mettre en contact avec le médecin à distance et évidemment une sécurité et permettre d'avoir une réponse rapide et organisée avec l'outil de téléconsultation. Et ça peut être également des situations d'urgence. Très franchement, quelqu'un qui a des douleurs abdominales, des douleurs thoraciques, et qui peut avoir accès à un médecin urgentiste à distance par l'intermédiaire de l'équipement d'une pharmacie pour évaluer la situation et permettre au médecin de savoir comment intervenir et dans quel délai intervenir, ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement utile et extrêmement efficace. Alors, cette convention est en place maintenant depuis 2 ans, mais ça n'a pas beaucoup démarré. Ça n'a pas beaucoup démarré, on sait tous pourquoi. Parce qu'on a bien vu tout le débat autour de la téléconsultation, avec des positions du directeur de l'assurance maladie et des situations qui ont pu être conflictuelles. Et pour nous, clairement, c'est un outil permettant de rentrer dans le territoire avec une facilitation dans l'organisation des soins autour des professionnels du territoire. Donc la priorité pour nous, pour la téléconsultation, c'est permettre justement à mieux organiser les territoires qui de toute manière sont en déficit de médecins, on le sait tous, et ça va s'aggraver. Donc il faut faire gagner du temps aux médecins, de solliciter quand on a besoin et de permettre d'avoir un avis à distance et une consultation à distance sans être obligé de déplacer 2 fois le patient. C'est ça tout l'enjeu, donc ça s'appelle de l'organisation, du gain de temps, sécurisé. Et bien évidemment, tout ça doit être dans un espace santé sécurisé. Il est hors de question de faire comme ça se fait trop souvent aujourd'hui, faire des photos sur des iPhones, envoyer la photo d'une cicatrice sur un iPhone d'un patient, tout ça est déraisonnable et doit être complètement sécurisé. Donc, et derrière cet outil de téléconsultation, c'est toute la machine suivi traçabilité et messagerie sécurisée, envoi des documents de l'ordonnance quand on a besoin de l'ordonnance, avoir la traçabilité quand le médecin a donné son avis sans éventuellement refaire l'ordonnance en disant mais là tu arrêtes tel médicament, il faut qu'on ait une trace de cette décision, ou tu passes à 2 comprimés par jour au lieu de 1 par jour, et il faut qu'on ait là aussi une trace de cet avis suite à la téléconsultation. Donc ça embraye derrière sur tout ce que l'on souhaite à travers les équipes de soins primaires, la mise en place d'outils nous permettant de gagner du temps, d'aller beaucoup plus vite et de prendre en charge de façon beaucoup plus organisée les patients qui posent problème, les patients qui nous mettent parfois en difficulté, qui sont énormément consommateurs de temps. Bien sûr, ça vaut pour le médecin généraliste à la téléconsultation, mais ça vaut également pour l'hôpital. Aujourd'hui, sur la gériatrie, on a besoin de plus en plus d'avoir l'avis de médecins hospitaliers. Ça vaut pour certaines pathologies chroniques, où là aussi, sur les anticancéreux, c'est évident que la téléconsultation peut être très, très utile pour communiquer avec les services hospitaliers et également, mais ça sort de la téléconsultation, également aussi avec nos confrères pharmaciens hospitaliers, parce que parfois, on a besoin d'échanger des informations sur les traitements avec les initiés à l'hôpital. Donc voilà, il y a eu un démarrage, un trou d'air un petit peu, parce que ça venait de se percuter avec des CPTS, etc., et sur certaines méthodologies, mais derrière, on voit bien que cet outil va se développer et va rendre énormément de services dans, je dirais, l'exercice de chacune de nos professions. Merci beaucoup pour votre intervention. On a 5 minutes pour quelques questions. Il y a M. Becker qui demande comment choisir une solution technique avec tous les industriels qui proposent parfois de grands frais pour le pharmacien uniquement d'ailleurs, des solutions qui ne respectent pas forcément la réglementation territoriale.
Il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Pardon, je suis en train de raisonner, je ne sais pas pourquoi. Voilà. On vous entend bien. Voilà, vous entendez bien. Il faut bien sûr faire le tri parce que il y a des outils surdimensionnés avec des coûts de location sont totalement inacceptables. Bon, on sait que voilà, au départ, c'est allé très très fort, donc on ne peut pas se permettre, au vu de la façon dont est prise en charge le pharmacien quand il va passer du temps avec son patient dans l'espace de confidentialité et en contact avec le médecin. On doit être sur des coûts extrêmement raisonnables. On doit être sur du matériel qui doit être compatible avec ce que va recevoir comme message et comme retour le médecin. Donc voilà, il faut un petit peu rabaisser la voilure sur des propositions qui étaient extrêmement coûteuses et totalement inadaptées. Il y a des solutions de téléconsultation qui peuvent être pour des établissements de santé, pour des outils qui vont être utilisés de façon beaucoup plus importante. Nous, cet outil, on va l'utiliser de façon ponctuelle pour certains patients et pas en permanence. Donc voilà, il faut être raisonnable dans les coûts d'investissement et dans les abonnements qui sont. Merci beaucoup. Jacques Lucas, vous voulez poser une question? Oui, je voulais poser une question. Gilles, d'abord, comme je te l'ai écrit, tu as été parfait, mais je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion qui s'installe, car j'ai eu hier l'occasion de le constater, entre la participation du pharmacien à la téléconsultation en tant que professionnel de santé, on est bien dans le cadre de la télésanté sur la rubrique télémédecine, mais également le rôle que va avoir le pharmacien avec le télésoin. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous dire comment tu vois le télésoin pharmaceutique? Merci et bonjour Jacques. Sur le télésoin, c'est la possibilité pour le pharmacien de faire de l'accompagnement du patient quand le patient ne peut pas se déplacer et qu'on peut le faire à distance. Donc, c'est pas l'acte de dispensation. On a besoin pour un patient qui ne peut pas se déplacer, de dispenser des médicaments. On va les porter à domicile et on va non seulement les porter, mais les dispenser et accompagner pour expliquer le traitement. Ça, on n'a pas besoin de télésoin pour ça. Contre, là où on a besoin de télésoin, c'est pour les entretiens pharmaceutiques, pour les bilans de médication, pour l'adhésion au traitement. Là, on peut, après un premier entretien qui se fait à la pharmacie, sur ces parcours de soins qui durent 2-3 entretiens sur l'année, notamment les asthmatiques, les patients sous anticoagulants, les anticancéreux et les bilans de médication pour les personnes qui prennent beaucoup de médicaments. Et la première étape, on l'a fait à la pharmacie pour expliquer le traitement, pour voir comment on met en place le traitement. Et les autres étapes, si le patient ne peut pas se déplacer, de pouvoir faire ces étapes en télésoin. Et là, je pense qu'on peut éviter d'exclure des patients de fait parce qu'ils ne peuvent pas venir à la pharmacie. Et je pense que ça remplit une case puisqu'on va avoir de plus en plus de patients qui vont être en perte d'autonomie et qui ont besoin d'avoir un accompagnement par un pharmacien. Et le système de soins est parfaitement adapté. Oui, j'en suis tout à fait convaincu. Le sujet est d'être extrêmement pédagogique, tant vis-à-vis d'ailleurs de nos confrères, médecins et pharmaciens, que vis-à-vis des patients. Le télésoin n'est pas la télémédecine. Exactement. Et pour les pharmaciens, c'est de la télépharmacie. C'est exactement ça. Mais tu vois, je fais attention parce que certains ont tendance à imaginer que le télésoin pourrait être utilisé pour la dispensation des médicaments. Moi, c'est une erreur. Par contre, pour accompagner les traitements, renforcer l'adhésion, où on a besoin d'un renfort pharmaceutique, ce que l'on fait à l'officine pour les entretiens, qu'on puisse le faire en télésoin, c'est parfait. Et on distingue bien les deux parties. L'autre partie, c'est un patient qui est à la pharmacie, qui a besoin d'un avis médical et d'une consultation médicale. Eh bien, l'équipement de la pharmacie permet à ce patient directement d'avoir accès à son médecin. C'est une fenêtre vers le médecin pour pouvoir faire de la télémédecine. Et nous, on est simplement, on va pouvoir conditionner le patient pour que le médecin puisse faire cette consultation dans des bonnes conditions.
mettre en place des outils pour mesurer des paramètres à distance pour que le médecin puisse faire sa consultation et ensuite prendre la décision pour savoir qu'est-ce que l'on fait. Est-ce qu'il a besoin de le voir ou est-ce qu'on peut changer de traitement en ayant eu cette consultation à distance. Ça va gagner beaucoup. Merci, Gilles. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme de cette séance. Merci beaucoup à M. Bonnefond, merci beaucoup à Mme Bégin pour avoir participé, pour nous avoir présenté leur retour d'expérience. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de congrès.